C'est effectivement le plus vieil assigné à résidence en France. C'est son 7e changement d'assignation à résidence après Saint-Jean-d'Angély. Il a purgé sa peine, il a payé sa dette à la société. Malheureusement, depuis sa sortie de prison, il ne peut plus vivre librement. Et alors 4 fois par jour, vous allez à la gendarmerie? C'est un homme qui peut légitimement se dire quand est-ce que ça va se terminer et est-ce que ça se terminera un jour. L'accusé risque gros, jusqu'à 3 ans de prison ferme pour s'être présenté en retard à 2 de ses 12 000 contrôles judiciaires. Combien d'hommes et de femmes n'auraient pas laissé tomber? Finalement, je m'en sors pas, c'est épouvantable, je passe des nuits d'insomnie. Finalement, je tire ma révérence et je me flingue. Bonjour, je m'appelle Kamel Daoudi. Bienvenue chez moi. En tout cas, c'est mon domicile actuel. Je m'appelle Kamel Daoudi, je suis né le 3 août 1974 en Algérie. Je suis arrivé en France à l'âge de 5 ans. Je suis marié et j'ai 4 enfants. Au printemps 2001, il s'avère que je suis parti en Afghanistan sur un coup de tête. Et je suis revenu à l'été 2001, peu de temps après le 11 septembre. J'ai été mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. J'ai été condamné en première instance à 9 ans ferme et en appel à 6 ans. À l'époque, parce qu'il faut dire les choses, il a été condamné parce qu'il aurait participé à un groupe qui avait pour objet de mener une attaque terroriste contre l'ambassade des États-Unis en France. Le 21 avril 2008, je suis libéré de la prison de la Santé, mais le problème c'est que lorsque j'ai été condamné, il y a une peine administrative complémentaire qui a été ajoutée à la peine judiciaire, qui est une interdiction définitive du territoire français. Et il y a une procédure pour me déchoir de la nationalité française que j'avais acquise par naturalisation. Donc ça signifie qu'à l'issue de ma peine de prison en France, l'État français propose de m'expulser vers mon pays d'origine, donc l'Algérie. Il sort, la France souhaite l'expulser, mais la Cour européenne des droits de l'homme interdit à la France de l'expulser car il risquerait des tortures et autres mauvais traitements s'il était renvoyé dans son pays de nationalité, pays où il n'a quasiment jamais vécu puisque depuis l'âge de 5 ans, il vit en France. Le ministère de l'Intérieur prend le relais et m'assigne à résidence dans une petite ville de la Creuse où je dois donc pointer 2 fois par jour. Il est immédiatement assigné à résidence en vertu du CESEDA, c'est-à-dire du Code de l'entrée et du séjour des étrangers. C'est-à-dire qu'il est assigné à résidence dans l'attente d'être expulsé vers un pays tiers. Dans le cas de Kamel Daoudi, ce qui est encore pire, et c'est pour ça qu'Amnesty parle bien de privation de liberté, non pas simplement de restriction de liberté, c'est que ça fait 12 ans désormais que Kamel Daoudi est assigné à résidence sans aucune perspective que sa situation s'améliore. Si les autorités ne changent pas leur approche, Kamel Daoudi pourrait rester assigné à résidence pendant 10, 15, 20 ans, éloigné de sa famille, et donc bien évidemment ça a un impact psychologique sur la personne extrêmement destructeur. Amnesty International ne s'oppose en aucun cas à ce que les personnes qui auraient des velléités de commettre des attentats sur le territoire soient surveillées et que des mesures privatives de liberté soient prises à leur encontre. Encore faut-il qu'il y ait des éléments à leur encontre. Dans le cas de Kamel Daoudi, on parle d'un homme qui était jeune à l'époque, qui a été condamné dans le cadre d'une association de malfaiteurs liée à un projet d'attentat qui n'a jamais eu lieu. Il a purgé sa peine, il a payé sa dette à la société. Malheureusement, depuis sa sortie de prison, il ne peut plus vivre librement. Il n'y a pas de meubles chez moi parce que, en fait, je ne sais pas quand est-ce que je risque d'être de nouveau déplacé. Lorsque le ministère de l'Intérieur décide de changer mon lieu d'assignation en résidence, l'arrêté, je le reçois au dernier moment. C'est-à-dire que
À l'occasion, par exemple, d'un pointage, on va me remettre un document, me dire, voilà, le ministère de l'Intérieur a décidé de changer votre lieu d'assignation en résidence, vous devez partir maintenant. Donc, on vous laisse une demi-heure, 1 heure pour préparer vos affaires. S'il n'y a pas assez de place dans le véhicule dans lequel doit se faire le déplacement, vous êtes obligé de laisser une partie de vos affaires. Et je me retrouve comme ça à parcourir une bonne partie de la France. Il y a eu Aubusson dans la Creuse, Langeau-Percé dans la Haute-Marne, Failbio en Haute-Marne, La Cône dans le Tarn, Carmaux dans le Tarn, Saint-Jean-d'Angély en Charente-Maritime et Aurillac, mon dernier point de chute, est le 7e dans le Cantal. Il faut bien voir que dans les différents endroits où Kamel Daoudi a été assigné à résidence, généralement, il y a eu une publicité qui a été faite sur les réseaux sociaux ou dans la presse, et que généralement, il y a eu à certains moments des effets de défiance des autorités locales, de la population locale, voire même ça a pu aller encore plus loin, puisqu'on a vu des manifestations de militants d'extrême droite se réunir dans sa ville, passer devant son domicile, et donc ça a un effet extrêmement stigmatisant, menaçant pour Kamel Daoudi et pour les personnes qui vivent aux alentours. Kamel Daoudi, retourne en Algérie! Kamel Daoudi, retourne en Algérie! Étant donné que ma présence crée un trouble à l'ordre public, alors que c'est pas moi qui ai créé ce trouble à l'ordre public, le maire de la ville a demandé au préfet de me déplacer. Donc je peux à tout moment en fait être déplacé. J'ai absolument aucune prise sur mon quotidien. Bien évidemment, on pourrait se dire que c'est moins grave, moins privatif de liberté que la prison. Ce qu'il faut concrètement avoir en tête, c'est que l'assignation à résidence a plusieurs effets. Personne ne peut travailler dans ces conditions-là. C'est-à-dire que toutes les personnes assignées à résidence sur une durée qui excède quelques mois perdent leur emploi et ne peuvent pas en rechercher un nouveau. Il y a un effet de désocialisation très fort, puisque la personne ne peut quasiment plus avoir de contacts sociaux ou familiaux avec sa famille lorsque la famille est à l'extérieur de la commune de résidence, par exemple. Là, ça fait plus de 3 ans maintenant que je suis éloigné de ma femme et mes enfants, et ça, c'est pesant, c'est très pesant, et ça délite nos liens familiaux. Même avec la meilleure volonté du monde, on se retrouve étranger dans sa propre famille. On n'est pas en prison. On n'a pas une vie sociale en prison, mais on est comme si on était un peu enfermé à l'intérieur de soi, complètement désocialisé, complètement désinséré de la société dans laquelle on vit. L'assignation à résidence, c'est pire que la prison, dans la mesure où la personne qui me surveille, c'est moi-même. C'est-à-dire qu'objectivement, je pourrais quitter mon lieu d'assignation à résidence, rompre mon assignation à résidence à tout moment. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que si jamais je le faisais, ça signifie 1 an de prison ferme. L'assignation à résidence est pire que la prison parce que je n'ai pas de prise en charge actuellement, par exemple, des repas. C'est-à-dire que d'un côté, le ministère de l'Intérieur m'interdit de travailler et de l'autre, il ne me permet pas de manger quotidiennement. Effectivement, il n'y a pas de barreau. Donc les gens ne voient pas en plus cet enfermement. Cet enfermement existe, mais il n'est pas palpable, aussi bien pour la personne que pour les gens qui le voient. Donc ils ont l'impression que c'est une mesure de faveur, alors que ça ne l'est pas du tout. C'est une sorte de prison mentale. Et les barreaux ne sont pas visibles, mais on l'a subi. Si on enlève le côté social, le rapport social d'un être humain, il ne lui reste plus grand-chose, il ne lui reste plus rien. Donc il n'y a aucune limite en fait à l'assignation en résidence. Il n'y a pas de limite au niveau du pointage. Si demain le ministère de l'Intérieur décide que je dois pointer 5 ou 6 fois par jour, rien, objectivement, dans la loi, ne lui interdit. Et alors 4 fois par jour, vous allez à la gendarmerie? Tout à fait, donc en matin, fait, midi, milieu d'après-midi, 9h15, ouais. 11h45, 15h et 17h30, je dois absolument pointer à la gendarmerie. Donc, et les gendarmes, ils en ont pas marre? Mais vous vous rendez compte la pression que cela représente, puisque vous l'avez déjà vécu et qu'on va vous mettre au trou si vous ne le respectez pas, simplement parce que vous avez loupé votre obligation de pointage. Quand on l'a obligé à pointer 4 fois par jour, vous imaginez ce que ça veut dire de se dire finalement je ne peux pas m'éloigner à 200 mètres. Si je pars, si je prends une voiture, un bus, et si un pépin, si je rate mon pointage, immédiatement c'est la tôle. Est-ce qu'on se rend compte de ce que c'est comme pression psychologique?
Et je crois que ce qui est le plus frustrant, c'est après, par exemple, avec mes enfants les plus grands, c'est qu'ils ont intégré cet état de fait et c'est devenu pratiquement naturel pour eux. Ma belle-fille, par exemple, lorsqu'elle était plus jeune, le simple fait de prendre la voiture, elle était traumatisée parce qu'elle se demandait à chaque fois si j'étais dans la commune ou pas. Donc elle était constamment en train de regarder par la vitre pour voir si j'avais le droit d'être à l'endroit où j'étais ou pas. Et ça crée un stress énorme pour des enfants. Et encore une fois, je veux pas être l'arbitre des élégances et dire que les choses sont... il y a des faits qui sont moins graves que d'autres. Mais encore une fois, cet homme, parce qu'on se demande si les gens le savent, cet homme n'a pas commis d'attentat. Il n'a pas commis d'attentat. Il n'était pas armé. Il n'avait pas des cibles humaines qui l'avaient identifié. Dans ma bio Twitter, souvent je dis que je suis au carrefour, enfin ma vie elle est au carrefour entre le procès de Kafka et Ubu Roi d'Alfred Jarry. Alors pour la situation kafkaïenne, on comprend, hein, c'est qu'on est accusé de choses, enfin on ne sait même pas de quoi on est accusé, on se retrouve comme ça face à un tribunal à se justifier alors qu'on ne sait même pas de quoi on est accusé. Après, bon, l'aspect Ubu Roi, c'est un peu toutes ces décisions qui sont le fait du prince, qui sont justement complètement ubuesques, qui malgré tout, il faut vivre avec et essayer de se projeter un tant soit peu. Objectivement, aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur, la justice en France n'ont absolument aucune raison objective de maintenir Kamel Daoudi dans cet état, dans cette assignation à résidence. Ça fait des années et des années que ni les services de renseignement ni la justice française n'ont la moindre chose à se mettre sous la dent contre un homme qui n'a strictement aujourd'hui rien à se reprocher. J'ai 45 ans et c'est triste, mais je vois pas mon futur en fait. J'ai aucune possibilité de me projeter dans l'avenir parce que l'avenir pour moi c'est quoi? Revenir dans mon pays d'origine, c'est refaire ma vie à 45 ans avec des préjugés d'une société que je ne connais pas, dont j'ai pas les codes culturels, dont j'ai pas les codes sociaux, avec en plus une possibilité de revenir à la case prison, parce que dans plusieurs décisions de justice, l'Algérie a démontré que le principe du non bis in idem, c'est-à-dire le fait d'être condamné 2 fois pour les mêmes faits, ça leur pose aucun problème. Donc il y a des gens qui se sont retrouvés à faire une double peine. La situation de Kamel Daoudi est exceptionnelle à plus d'un titre. Elle montre l'ensemble des dérives de la lutte antiterroriste et l'ensemble des marges du droit que la France se permet de franchir. Non, heureusement, il n'y a pas beaucoup de Kamel Daoudi en France qui sont assignés à résidence depuis bientôt 12 ans. Mais ce que l'on a pu documenter dans 2 rapports d'enquête qu'Amnesty International a menés, c'est qu'un grand nombre des personnes assignées à résidence n'avaient en fait strictement rien à se reprocher. Et que donc les conditions d'assignation à résidence qui pouvaient justifier d'une assignation à résidence ne tenaient absolument pas. Les gens, lorsqu'ils apprennent à me connaître, ils voient que je suis complètement l'antithèse de ce que certains médias ou de ce que certaines publications sur les réseaux sociaux peuvent dire. Les gens, ils n'ont même pas besoin que je leur parle, ils me voient évoluer au quotidien et ils voient que j'ai une vie complètement banale. À part le fait d'être assigné à résidence, je ne représente absolument pas de danger pour leur existence. Pour leur quotidien. Aujourd'hui, il a démontré qu'il était totalement attaché à notre pays, à son pays, même s'il a été déchu de nationalité. Il a tout son foyer familial, affectif. Il a des choses à partager avec ses concitoyens. C'est pas un imbécile. Tout ce que l'on demande finalement à Amnesty International, c'est à la fois de mettre fin de manière définitive aux violations des droits humains dont il est l'objet, mais simplement un peu de courage politique. Quand on n'a plus rien à reprocher à une personne depuis au moins 10 ans, qu'on le laisse tranquille.